Voici la dernière partie de ce cours. Nous allons maintenant parler des écorces. Nous allons essayer de définir ce qu'est une écorce, de voir les différents types d'écorces et de comprendre comment elles sont mises en place. Regardons une nouvelle fois ce schéma de coupe transversale de tiges d'angiosperme dicotylédone. J'ai rajouté au schéma initial les fibres périphloémiennes qui vont former un petit chapeau au-dessus des faisceaux cribrovasculaires. Nous avions vu que donc, le cambium est mis en place assez rapidement après l'élaboration de cette tige. Ce cambium est d'abord discontinu, puis continu. Les divisions vont se produire vers l'intérieur et vers l'extérieur pour former du xylème secondaire du bois d'un côté, du phloème secondaire du libère de l'autre côté. Donc, on va avoir dès la première année formation de 2 couches de bois, une couche de bois de printemps, une couche de bois d'été. Ça, c'était la première année. On a donc un cerne formé cette première année. La deuxième année, on va avoir un deuxième cerne formé. Si vous vous rappelez la partie sur le bois, je vous avais dit qu'à ce moment-là, un peu plus tôt ou un peu plus tard en fonction des différentes espèces, on va avoir des tensions qui se créent au niveau de l'épiderme, car cet épiderme ne peut ni augmenter son nombre de cellules, ni augmenter la taille de ces cellules. Il va donc craquer. Or, c'est un tissu de protection. Il va donc en fait être remplacé par 2 nouveaux tissus qui sont cette fois-ci d'origine secondaire et donc mis en place par un nouveau cambium qui s'appelle le cambium subéro-phélodermique ou phélogène. Ce cambium subéro-phélodermique ou phélogène, vous allez le voir apparaître ici d'abord en pointillé. Il va naître à partir de la dédifférenciation de cellules du parenchyme cortical ou de cellules du phloème primaire. Il est d'abord donc discontinu, puis continu. Nous allons maintenant pouvoir regarder une photo qui correspond plus ou moins à ce schéma. Nous avons déjà pu observer cette image dans la partie consacrée au libère. Elle a légèrement évolué depuis, puisque nous voyons de nouvelles cellules qui ont été mises en place. Ces cellules sont presque rectangulaires, bien qu'elles soient un petit peu écrasées, et surtout, elles présentent un alignement radial important. Cet alignement radial montre qu'elles ont été formées par des divisions périclines. Ces divisions périclines vont être mises en place dans le cambium subéro-phélodermique. Ces cellules que vous observez ici sont donc les cellules du cambium subéro-phélodermique ou phélogène. Ici, c'est le premier phélogène que l'on observe chez cette plante. Premier, car, en effet, le phélogène, contrairement au cambium, va avoir une durée de vie limitée dans le temps chez la plupart des espèces. Ce qui veut dire que dans une plante, on va avoir plusieurs phélogènes qui vont se succéder au cours du temps. Revenons sur cet agrandissement. Ici, nous voyons ce premier phélogène qui est mis en place. Donc, ce premier phélogène va former ce qu'on appelle l'écorce de jeunesse. Ce phélogène va se diviser de façon péricline pour former vers l'intérieur un tissu assez mal connu qui s'appelle le phéloderme, qui est formé en petite quantité. Et de l'autre côté, vers l'extérieur, va se diviser de façon toujours péricline pour former un autre tissu qui s'appelle le subère ou liège. Cette couche de
trois tissus et cambium, donc phéloderme, phélogène et suber, forment ce qu'on appelle le périderme. Donc ici, on observe un premier périderme. Lorsque les espèces possèdent un seul périderme, on dit qu'on a une formation de l'écorce de jeunesse. C'est une écorce relativement lisse, à l'exception de ces petites structures qui sont plus ou moins allongées horizontalement, qui s'appellent des lenticelles. Ces lenticelles sont l'équivalent de ce qu'on trouve sur l'épiderme, c'est-à-dire des stomates. Elles vont permettre les échanges gazeux, puisque le suber, en fait, c'est un tissu qui est imprégné d'une molécule qui s'appelle la subérine, une sorte de cire, qui va être vraiment une molécule qui va étanchéifier cette couche-là. Donc, les lenticelles viennent créer une brèche par laquelle on va quand même pouvoir avoir des échanges gazeux. Vous avez ici un petit panel de lenticelles qui peuvent présenter des formes différentes en fonction des espèces. Mais on observe donc toujours ces lenticelles sur des écorces qu'on appelle des écorces de jeunesse. Regardons maintenant des lenticelles en coupe. Ce sont donc des sites privilégiés des échanges gazeux avec l'extérieur, comme le sont les stomates. Donc elles sont mises en place par des divisions supplémentaires, souvent au niveau des stomates, qui vont créer des déchirures de l'enveloppe subéreuse. Chez de rares espèces, on va avoir cette écorce de jeunesse qui est conservée pendant de nombreuses années. On dit que le fonctionnement du phélogène, du premier phélogène, est long. Dans ce cas-là, on va avoir des arbres qui possèdent une écorce extrêmement lisse, comme vous le voyez ici. C'est le cas du hêtre. Donc chaque année, le phélogène va rester vivant et chaque année, il va rajouter une toute petite couche de phéloderme et une toute petite couche de suber. Donc on va avoir des empilements de couches de suber qui vont correspondre aux différentes années, un petit peu comme on voit ça pour le bois et le libère. Néanmoins, chez la majorité des autres espèces, on va évoluer vers un deuxième type d'écorce qu'on appelle une écorce à ritidome. En fait, chez ces espèces-là, ce premier phélogène qu'on a vu ici a une durée de vie relativement courte. Cette durée de vie est fonction des espèces, ça peut être 2, 3, 5, 7 ans. En tout cas, c'est une durée de vie limitée. Une fois que ce premier phélogène meurt, dégénère, il va être remplacé par un deuxième phélogène qui va apparaître de façon plus interne. Ici, vous le voyez, il apparaît toujours à partir du parenchyme cortical ou du phloème primaire. Et de la même façon que pour le premier phélogène, il va subir des divisions périclines pour former vers l'intérieur du phéloderme et vers l'extérieur du suber. L'ensemble du premier et du deuxième périderme forme ce qu'on appelle le ritidome. Donc ce ritidome comprend ces deux péridermes, mais aussi ceux qui seront formés dans le futur. Donc ici, nous observons ce qu'on appelle le ritidome. Vous avez ici un exemple d'écorce à ritidome. Donc ce sont des écorces qui ne sont plus du tout lisses, comme chez le hêtre que nous avons vu tout à l'heure. Ce sont des écorces qui présentent soit des cannelures, soit des sortes d'écailles. Donc ici, on va dire que c'est le deuxième phélogène. On a eu 2 phélogènes qui ont été mis en place. J'ai choisi de vous présenter un schéma pour une espèce qui aurait des nouveaux phélogènes chaque année.
Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est fonction des espèces et c'est souvent la durée de vie d'un phylogène va être de plusieurs années. Mais ici, voilà, le phylogène est remplacé chaque année. Donc là, on va avoir un nouveau phylogène qui va se mettre en place. Mais cette fois-ci, ce phylogène va se dédifférencier à partir des cellules de phloème secondaire ou libère. Il va subir des divisions périclines, comme les autres phylogènes, pour former vers l'intérieur du phéloderme et vers l'extérieur du subère. On va donc avoir le rhitidum qui va accroître sa taille. L'année suivante, puisqu'on est sur un développement annuel, on va avoir de nouveau un nouveau phylogène qui se développe, toujours à partir du libère, qui va former du phéloderme et du subère. Et chaque année, un nouveau phylogène, toujours dans le libère, et maintenant, les nouveaux phylogènes n'apparaîtront plus que dans le libère, et on va avoir toujours la formation de phéloderme et de subère. Et au fur et à mesure des ans, le rhitidum va s'accroître. Ce rhitidum comprend donc l'ensemble des péridermes qui ont été formés par l'arbre, également les tissus qui sont inclus entre les différents péridermes. Donc ces tissus inclus, c'est surtout du libère ou phloème secondaire. Sur l'exemple que je vous ai présenté ici, on voit que le phylogène, lorsqu'il est mis en place, il est complètement continu et plus ou moins circulaire. Alors encore une fois, il n'est pas circulaire puisqu'il est il faut le voir en 3 dimensions, mais sur une coupe transversale, voilà, ça forme un cercle. Donc chez les espèces qui présentent ce type de phylogène-là, comme le robinier par exemple, que vous voyez, dont vous voyez la surface du tronc ici et une coupe transversale ici, quand on a ce genre de phylogène continu, on va avoir des écorces qui ont des rhitidums qui sont appelés fissurés ou sillonnés, donc avec des fentes qui sont verticales, des lignes verticales. Quand on a une orientation des motifs de l'écorce qui sont verticaux, la plupart du temps, c'est parce que vous allez avoir ce type de phylogène continu qui sont mis en place. Nous venons de voir un type de phylogène, donc les phylogènes qui sont continus, mais il existe aussi des phylogènes qui sont discontinus et qui forment des sortes d'écailles. Vous avez un exemple ici, donc avec ces petits morceaux écailleux de phylogènes qui viennent s'assembler les uns avec les autres. Bien que la forme du phylogène soit différente, le fonctionnement est néanmoins similaire. Vous avez donc ce phylogène qui va subir des divisions périclines pour former du périderme d'un côté et du subère de l'autre. Ils vont avoir également un même type de comportement. C'est des phylogènes qui vont avoir une durée de vie limitée et donc ils vont être remplacés chaque année ou avec une périodicité qui varie en fonction des espèces. Donc là, c'est un premier périderme. Ici, on voit qu'un nouveau phylogène a été mis en place. Il a formé, comme toujours, du phéloderme d'un côté et du subère de l'autre côté. On a donc là un rhitidum à 2 péridermes. Là, un troisième phylogène a été mis en place. Il a formé du phéloderme et du subère. On a un rhitidum à 3 péridermes. Et ainsi de suite. Comme dans l'autre cas, on va avoir à chaque fois des nouveaux phylogènes de plus en plus internes qui sont toujours formés dans le libère, qui vont être mis en place et qui se divisent de façon péricline pour donner du phéloderme d'un côté et du subère de l'autre côté. Ce type de développement du phylogène, vous le retrouvez notamment chez pas mal de conifères. Vous avez ici une vue en coupe d'un tronc de Douglas,
Donc vous avez le bois, le libère, et tout ça, c'est le rétidum. Tout ce qui est en marron clair, ce sont les péridermes. On voit bien qu'ils forment ces sortes d'écailles et ils vont inclure des parties de libère secondaire, enfin de phloème secondaire ou libère. Et donc extérieurement, vous allez avoir ce genre de motifs qui vont apparaître sur les troncs qui présentent ces phylogènes discontinus en écailles. On a maintenant vu l'ensemble des tissus qui sont présents dans un tronc d'arbre en coupe, vu en coupe. On peut essayer de tout replacer. Donc on va commencer par l'intérieur de l'arbre et ce qu'on voit ici, c'est un bois qui est relativement foncé. Ce bois foncé, c'est ce qu'on appelle le duramen. On a ensuite un bois qui est plus clair, c'est l'endroit où a lieu la conduction, c'est l'aubier. On a ensuite cette ligne qui représente le cambium. Alors, en fait, à l'œil nu, on ne voit pas le cambium. C'est quelques couches de cellules, entre 3 et une dizaine de couches de cellules, mais on sait qu'il est présent juste à la limite entre le bois et le libère. Donc, on peut marquer cambium, ici. On a ensuite une couche de libère. Et ensuite, on a, ici, le rétidum. Donc ça, c'est une coupe de Douglas, c'est un bois, c'est un arbre conifère, un bois donc homoxylé. Et là, je vous ai mis un bois hétéroxylé avec des gros vaisseaux. C'est un polissage, donc de coupe transversale. Ici, on ne voit que l'aubier. Donc on ne voit pas le tronc de façon très interne, donc on ne voit pas de duramen. Mais il est bien présent chez cette espèce-là. En tout cas, il est bien marqué chez cette espèce-là. On a ensuite, donc à la limite entre le bois et le libère, le cambium. Toujours pareil, on ne peut pas le voir, même sur un polissage, même un peu grandi, on ne le voit pas. À la suite du cambium, on a donc le libère ou phloème secondaire. Et tout ça, là, c'est le rétidum. Le terme écorce qu'on emploie très souvent comprend l'ensemble du rétidum, le libère jusqu'au cambium. Dans votre polycopier, vous avez ce schéma qui essaye de synthétiser un petit peu la diversité des types d'écorces qu'on peut rencontrer. Donc, essayons de voir quelques exemples. Ici, vous avez l'exemple du hêtre. On en a déjà parlé, c'est un arbre qui possède, même pour des très vieux individus, une écorce extrêmement lisse. En fait, c'est un arbre qui a conservé une écorce de jeunesse. Donc, le hêtre, c'est ce cas-là. Voici le robinier dont on a déjà parlé, où on observe des motifs verticaux, des lignes verticales dans l'écorce. Le robinier possède un rétidum fissuré ou sillonné. Et si on regarde le profil du rétidum, on a un profil triangulaire. Donc il est dans ce cas-là. D'autres espèces qui ont des écorces relativement différentes. Et ici, on voit très bien des écailles. Donc on est de ce côté du schéma. Et dans les espèces qui possèdent des écorces à écailles, on voit que ce soit chez le platane, le pin ou le marronnier, ces écailles vont être périodiquement desquamées. Donc c'est un rétidum en plaque ou écaille et avec qui est caduc. Donc caduc, ça veut dire qui tombe. Enfin, un dernier exemple, c'est l'aulne qui présente à la fois un peu des fissures verticales, mais aussi des plaques. Si on fait bien attention, on retrouve des plaques. Donc l'aulne, en fait, possède un rétidum en plaque ou écaille, mais il est persistant. Il va s'accumuler beaucoup plus que chez les autres espèces qu'on a vues tout à l'heure. Donc on est dans ce cas ici. Pour terminer, observons un rétidum au microscope. Vous avez ici un dessin d'interprétation.
vous observez des cellules rectangulaires extrêmement bien alignées radialement. Ce sont en fait les différents péridermes qui ont été mis en place. Le plus vieux périderme est ici, le plus jeune est ici. Entre ces péridermes, vous avez du libère inclus, et donc l'ensemble va former le rhitidum. Ça, c'est un... Je vous propose de terminer par cette image. C'est une coupe transversale dans la partie la plus externe d'un tronc de frêne. Cette coupe peut paraître difficile à interpréter à première vue, mais nous allons procéder par étapes. D'abord, parlons de ce tissu qui mêle des couleurs roses, qui indiquent qu'il existe à l'intérieur de ce tissu des cellules à parois uniquement cellulosiques, et des couleurs bleues, vert, qui indiquent que nous avons aussi affaire à des cellules dont la paroi est lignifiée. Ce tissu, nous l'avons déjà décrit plusieurs fois, c'est du libère. Ce libère a été formé par un cambium dont la position supposée est ici dans la partie haute de l'image. Ce libère comprend donc des fibres. Ces fibres, contrairement aux fibres que nous avons décrites jusqu'à présent, sont agencées en clusters, en petits groupes qui forment des amas un petit peu ronds. Ces fibres ont une paroi extrêmement épaissie. À côté des fibres, on peut observer donc des cellules avec des parois uniquement cellulosiques. Ce sont les cellules compagnes, les tubes criblés et le parenchyme. Sur cette image, qui est à faible grossissement, on ne peut pas distinguer les différents types de cellules. On observe également dans ce tissu des espèces de bandes radiales. Ce sont les rayons du libère, composés de cellules de parenchyme. Maintenant, regardons la partie basse de l'image. Nous voyons plusieurs bandes qui sont des bandes tangentielles. On devine un alignement radial de cellules. Ces bandes, ce sont des péridermes. Du plus ancien, ici, le périderme le plus ancien, au plus récent, ici. Ces péridermes vont vont prendre en sandwich des morceaux de libère, ici, qui sont donc des morceaux, des portions de libère non fonctionnelles. L'ensemble des péridermes plus le libère non fonctionnel qu'ils incluent forment le rhitidum. L'ensemble du rhitidum, du libère jusqu'au cambium, c'est ce qu'on appelle l'écorce. Nous arrivons maintenant à la conclusion de ce cours et j'aimerais vous dire quelques mots sur la xylologie et son utilisation. La xylologie est une science qui peut servir dans de nombreux domaines. D'abord, dans le domaine des bois commerciaux, avec par exemple l'identification des essences, pour le service des douanes, la répression des fraudes, pour la protection des espèces en danger. Ici, vous avez un extrait de la liste CITES, dont les espèces font l'objet de mesures de protection. Vous pouvez utiliser la xylologie également pour l'expertise des œuvres d'art, des meubles, des monuments classés, mais également au sein des bois commerciaux qui sont utilisés notamment par exemple dans le milieu de la construction. Il y a énormément d'études biomécaniques sur la résistance des matériaux, le bois de réaction, etc. Ensuite, la xylologie est utilisée par les archéologues pour reconstituer des paysages ou des pratiques culturelles, mais aussi pour la dendrochronologie. Enfin, la xylologie est une science utilisée par les botanistes et paléobotanistes qui étudient le bois actuel et fossile et font des interprétations évolutives des caractères, travaillent sur la biogéographie, les environnements et paléo-environnements. La xylologie donc, étudie ce matériau bois qui est conservé dans ce qu'on appelle des xylothèques.
Alors, ce sont des collections de références qui ont parfois des liens avec les herbiers. En France, on a des xylothèques majeures, comme celle du CIRAD de Montpellier, que vous avez illustrée ici, mais également la nouvelle xylothèque du Muséum à Paris. Vous avez d'autres grandes xylothèques extrêmement connues, comme la xylothèque de Tervuren en Belgique. Les études xylologiques se basent sur les échantillons des xylothèques, mais aussi sur de nombreux atlas et clés d'identification qui se présentent soit par groupe taxonomique, soit par distribution et écologie. La dernière chose dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de cette très intéressante base de données informatisée, accessible gratuitement sur le web, qui s'appelle Inside Wood et que nous allons beaucoup utiliser dans les jours à venir. Je vous conseille dès à présent d'aller visiter et d'aller fouiller cette ressource très intéressante pour tout xylologue. Vous trouvez maintenant une liste bibliographique d'ouvrages que vous pouvez consulter pour aller plus loin. Nous restons à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci de votre attention.